Mon père m'a mis à la porte quand j'étais adolescent à cause d'un mensonge, à cause des mensonges de ma belle-mère. Maintenant, il veut ma maison pour ma sœur, mais ce que j'ai révélé les a laissés sans voix. J'ai 31 ans, je suis un homme, je travaille comme promoteur immobilier maintenant, mais toute cette histoire a commencé quand j'avais 15 ans. Ma vraie mère est décédée d'un cancer quand j'avais 4 ans. Quand j'ai eu 7 ans, mon père, 42 ans à l'époque, a épousé cette femme que j'appellerai Beth, 35 ans, parce que c'est son vrai nom, lol. Elle semblait gentille au début, elle faisait ce truc de belle-mère qui en fait trop, vous voyez? Mais tout a changé après qu'elle ait eu ma demi-sœur, Jenny, quand j'étais enfant. Mon père a toujours été super dur avec moi, beaucoup trop strict. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. Je me souviens encore avoir eu un B+ à ce test de chimie vraiment difficile, et au lieu d'être content, il m'a juste regardé et a dit « Pourquoi ce n'est pas un A ?» J'ai été sélectionné dans l'équipe de basket? Il disait « Pourquoi tu n'es pas titulaire ?» Ce genre de choses tout le temps. Mais avec Jenny? C'était une toute autre histoire. Elle pouvait littéralement échouer à un test, et il disait « Oh, chérie, ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. » Beth s'assurait que Jenny soit traitée comme une sorte de princesse. Pendant que moi, j'étais juste, là. Le gars qui gâchait tout. Avec le recul, je suis presque sûr que j'avais un tas ou quelque chose qui n'a jamais été diagnostiqué. Genre, je ne pouvais pas rester assis en classe, j'avais du mal à me concentrer, ce genre de choses. Mais au lieu d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, mon père me criait juste dessus. Sa phrase préférée était « Pourquoi tu ne peux pas être normal, comme ta sœur ?» pendant que Beth était là à hocher la tête, comme si j'étais une sorte de problème à régler. Mon père travaillait des heures de fou dans son entreprise de construction, donc il n'était pas souvent à la maison. C'est là que Beth montrait vraiment qui elle était. Elle oubliait de préparer assez de nourriture pour le dîner, donc je devais me faire un sandwich, où elle lavait mes vêtements mal exprès pour qu'ils rétrécissent ou soient abîmés. Des petites choses que je ne pouvais pas vraiment prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'essayais d'en parler à mon père, il disait juste que je créais encore des problèmes, parce que c'est ce que Beth lui faisait croire. Le pire, c'était tous les jeux psychologiques auxquels elle jouait. Elle déplaçait mes affaires puis disait à mon père que j'étais désordonné, ou quelque chose se cassait. Et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours de ma faute. Mon père croyait chaque mot parce que pourquoi Beth mentirait à ce sujet? Elle le menait par le bout du nez. Puis est arrivé ce jour qui a tout changé. Je rentrais de l'école à pied, en prenant mon raccourci habituel par le parc Wilson. C'est là que j'ai vu Beth avec ce type près du vieux kiosque à musique. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste un ami ou quelque chose comme ça, mais ensuite je les ai vus s'embrasser. Et pas juste un petit bisou rapide non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que Beth m'a vu m'enfuir, mais je n'en étais pas sûr. J'ai reconnu le type aussi. Marc, je crois que c'était son nom. Il venait parfois chez nous pour ces réunions de charité que Beth était censée organiser. Un type vraiment baraqué. Toujours en costume chic. On aurait dit qu'il vivait à la salle de sport. Je ne savais pas quoi faire. Le dire à mon père? Ouais, c'est ça. Comme s'il allait me croire. Beth avait passé des années à s'assurer que mon père pensait que j'étais juste un fauteur de troubles. En plus, Jenny avait 8 ans à l'époque et mon père était obsédé par elle. Il penserait probablement que j'étais juste jaloux ou que j'essayais de causer des problèmes. Alors j'ai gardé le silence, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses que je ne pouvais pas ignorer. Comme la couleur étrangement brun-roux des cheveux de Jenny que personne d'autre dans la famille n'avait. Mon père ne l'a jamais remarqué, car il était toujours distrait. Un soir, je me suis levé pour aller chercher de l'eau et j'ai entendu Beth au téléphone. J'étais sur le point d'entrer dans la cuisine, mais dès que j'ai entendu son ton, je me suis arrêté. Elle chuchotait, mais j'en ai assez entendu pour que mon estomac se noue. Tu ne comprends pas, Marc. Il commence à remarquer. Je ne savais pas de qui elle parlait au début, mais ensuite elle l'a dit. Il pense qu'elle est à lui, mais nous savons tous les deux la vérité. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Je savais exactement de qui elle parlait. Mon père n'était pas son père. Marc l'était. J'ai dû faire du bruit parce que Beth s'est soudainement tue. Puis elle a crié, toute cette douceur est fausse, chérie. Tu ne devrais pas être levé si tard. Je suis retourné en courant dans ma chambre avant qu'elle ne puisse me voir.
Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais être malade. Je n'avais pas de preuves, mais je savais maintenant. Je connaissais la vérité. Et je savais que Beth ferait n'importe quoi pour m'empêcher de le dire à mon père. Beth a dû deviner que je savais quelque chose, cependant. Elle a commencé à me surveiller comme une folle, surtout autour de Jenny. Je ne pouvais même pas passer devant la chambre de Jenny sans que Beth n'apparaisse de nulle part, me demandant ce que je faisais. Elle a commencé à dire à mon père que j'agissais bizarrement avec Jenny. Maintenant, je comprends. Elle préparait quelque chose, rendant mon père méfiant à mon égard. Je me souviens de cette fois où j'aidais Jenny avec ses tables de multiplication, des trucs de maths de base, vous savez? Beth est entrée et a pratiquement arraché Jenny, disant qu'elle l'aiderait à la place, puis a dit à mon père que je me rapprochais trop de Jenny. La façon dont elle l'a dit, mec. Je peux encore entendre sa voix. Ça me rend malade d'y penser. C'est comme ça que les choses se sont passées pendant environ 2 semaines. Beth surveillait chaque chose que je faisais, chuchotant des choses à mon père quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Mon père a commencé à me lancer des regards étranges au dîner. J'essayais de rester hors de la maison autant que possible, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Beth a dit à mon père que je prenais probablement de la drogue ou quelque chose comme ça. En plus, personne ne m'a même demandé si j'allais bien. Personne ne se souciait que mes notes soient en chute libre parce que j'étais tellement stressé. Mon père se mettait de plus en plus en colère contre moi. Environ 2 semaines après avoir vu Beth avec Marc dans le parc, je suis rentré de l'école comme d'habitude. Ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est passé dès que je suis entré. Il y avait 2 voitures de police garées devant notre maison, et j'ai entendu Beth pleurer avant même d'ouvrir la porte, comme ces pleurs super faux que les gens font quand ils essaient d'attirer l'attention. J'entre, et il y a Beth sur le canapé, en train de pleurer à chaudes larmes, avec 2 policiers assis en face d'elle. Mon père se tient dans un coin, l'air de vouloir assassiner quelqu'un. Jenny n'est nulle part en vue. Tout le monde s'arrête de parler et me regarde quand j'entre. Un des policiers se lève et me demande si on peut parler. Il m'emmène dans la cuisine pendant que l'autre policier reste avec Beth et mon père. C'est là qu'ils me disent que Beth et Jenny leur ont dit que j'avais touché Jenny, de manière inappropriée. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'ils disaient au début, comme si mon cerveau s'était juste arrêté ou quelque chose comme ça. Je n'arrêtais pas de dire, quoi? Non, ça n'est jamais arrivé. Encore et encore. Mais il continuait à poser ces horribles questions. Où l'avez-vous touché? Combien de fois? L'avez-vous menacé pour qu'elle se taise? J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Je pouvais entendre Beth dans l'autre pièce, toujours en train de faire semblant de pleurer, disant des choses comme « j'aurais dû le savoir ». J'ai vu les signes. Mon père ne disait rien, il se tenait juste là, les poings serrés. Les policiers m'ont demandé si je voulais faire une déclaration. Je leur ai dit que Beth mentait, qu'elle essayait de se débarrasser de moi parce que je l'avais vu tromper mon père. Grosse erreur. Ils ne m'ont pas cru. Mon père a complètement perdu le contrôle quand il m'a entendu dire ça. Il a commencé à crier que j'essayais de ruiner son mariage parce que j'étais jaloux de Jenny. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux possibles. Il a dit que j'étais malade mental et que j'avais besoin d'aide. Les policiers n'ont trouvé aucune preuve concrète, évidemment, puisque rien ne s'était jamais passé. En plus, je n'avais que 15 ans à l'époque. Mais le mal était fait. Mon père m'a jeté un sac poubelle et m'a dit que j'avais 10 minutes pour faire mes bagages et partir. Il a dit que si jamais je m'approchais de Jenny à nouveau, il me tuerait lui-même. J'ai essayé une fois de plus de lui parler de Beth et Marc, mais il m'a littéralement attrapé par la chemise et m'a poussé vers les escaliers. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère auparavant. Beth se tenait là avec ce petit sourire narquois que moi seul pouvais voir. J'ai pris tous les vêtements que je pouvais mettre dans le sac et mon sac à dos d'école. J'ai essayé de prendre ma Game Boy, mais mon père a dit que tout dans la maison était à lui puisqu'il l'avait payé. Pendant tout le temps où j'étais là-haut, je pouvais entendre Beth en bas, probablement en train de s'assurer que mon père restait en colère. Quand je suis redescendu, Jenny était là. Elle avait l'air confuse, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Beth l'avait dans ses bras comme si elle la protégeait de moi. C'est ce qui me tue le plus, l'expression sur le visage de Jenny. Elle n'était qu'une enfant. Beth a utilisé sa propre fille pour se débarrasser de moi. Mon père m'a dit de lui donner la clé de la maison. Il a dit que je n'étais plus son fils. Beth a fait cette fausse mine triste et a dit, peut-être qu'un jour tu auras l'aide dont tu as besoin.
J'ai voulu crier qu'elle mentait, que c'était elle qui avait besoin d'aide, mais à quoi bon? Ils n'allaient pas me croire. Ils m'ont regardé partir, probablement pour s'assurer que je partais vraiment. J'ai regardé en arrière une fois. Mon père tenait Jenny dans ses bras, et Beth faisait toujours semblant de pleurer. La dernière chose que j'ai entendue, c'est mon père qui disait à Jenny qu'elle était en sécurité maintenant. J'ai marché pendant des heures cette nuit-là, j'avais environ $40 dans mon portefeuille et je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas aller chez mes amis parce que Beth avait déjà dit à tous leurs parents que j'étais une sorte de prédateur. Elle avait tout planifié à la perfection. J'ai trouvé ce bâtiment abandonné où des sans-abri restaient. Ils m'ont laissé dormir là la première nuit. C'est là que j'ai vécu pendant les mois suivants. Je ne pouvais plus aller à l'école, évidemment. Je ne pouvais pas trouver un vrai travail parce que je n'avais que 15 ans. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier juste pour manger. Le pire? Beth s'est assurée que tout le monde en ville entende sa version de l'histoire. Je ne pouvais aller nulle part sans que les gens ne me lancent ces regards. J'ai perdu tous mes amis. Même les professeurs qui m'aimaient bien ne voulaient plus me parler. Toute ma vie avait tout simplement disparu. C'est pourquoi j'ai dû quitter la ville finalement. J'ai fini par passer environ 6 mois dans ce bâtiment abandonné que j'ai mentionné. C'était un vieil entrepôt près des voies ferrées. Il y avait environ 5 ou 6 autres gars qui vivaient là aussi. La plupart d'entre eux étaient en fait des gens bien qui avaient juste eu de la malchance, vous savez? Ce type plus âgé, Tom, m'a en quelque sorte pris sous son aile. Il vivait dans la rue depuis des années après la mort de sa femme et la perte de son emploi. Il m'a appris des choses comme où trouver de la nourriture, quels endroits vous laisseraient utiliser leurs toilettes, comment rester au chaud en hiver. Des trucs de survie de base que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de savoir. Je n'arrêtais pas de penser que mon père allait se ressaisir, réaliser la vérité et venir me chercher. Mais il ne l'a jamais fait. Il s'en fichait tout simplement. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne voulait m'embaucher. Beth s'était assurée que tout le monde dans notre petite ville connaisse sa version de ce qui s'était passé. Même McDonald's m'a refusé. J'étais ce type dont tout le monde chuchotait à l'épicerie. Les parents éloignaient littéralement leurs enfants s'ils me voyaient arriver. J'ai commencé à faire des trucs louches pour m'en sortir. Rien de violent, mais oui, je ne suis pas fier de cette période de ma vie. Tom n'arrêtait pas de me dire que je devais quitter la ville, recommencer à zéro ailleurs. Mais j'avais peur, vous savez? Je n'étais qu'un enfant, vraiment. Où étais-je censé aller? Puis un soir, ces policiers se sont présentés à l'entrepôt. Quelqu'un nous avait dénoncés pour intrusion. Ils nous ont donné 10 minutes pour dégager. J'ai perdu la plupart de mes affaires cette nuit-là, le peu qu'il me restait. Quoi qu'il en soit, Tom et moi avons marché jusqu'à la ville suivante. Ça nous a pris toute la nuit. Nous nous sommes retrouvés dans ce restaurant routier. Je comptais mon argent. Il me restait environ $27 quand Tom m'a dit qu'il avait un cousin en ville qui pourrait peut-être m'aider. Il a dit que son cousin gérait quelques restaurants et lui devait une faveur. La ville était à environ 320 km, mais qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Tom m'a donné l'adresse de son cousin et les derniers $40 qu'il avait. Il m'a dit de partir tant que je le pouvais encore. Il a dit qu'il était trop vieux pour recommencer, mais que j'avais encore une chance. Je n'ai plus jamais revu Tom après ça. Parfois, je me demande ce qui lui est arrivé. J'ai pris un Greyhound pour la ville. J'ai passé ma première semaine à dormir dans la gare routière. J'ai finalement trouvé le cousin de Tom, Dave. Il n'était pas du tout comme je l'imaginais. Un type vraiment propre sur lui. Il gérait environ 3 restaurants différents. Il m'a donné un travail de plongeur dans ce restaurant italien chic. Les premiers mois ont été difficiles. Je dormais dans la réserve du restaurant. Dave me laissait dormir là après la fermeture. J'ai économisé chaque centime que je pouvais. J'ai finalement eu assez pour louer cette minuscule chambre dans un très mauvais quartier de la ville. Mais bon, c'était la mienne. J'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le métier de la restauration. Je suis passé de la plonge à la préparation, puis à la cuisine. Le chef cuisinier a remarqué que j'étais bon en chiffres et a commencé à m'apprendre les coûts des aliments, les stocks, ce genre de choses. Le restaurant avait 7 clientes régulières, Amy. Elle venait avec sa mère environ 2 fois par semaine, toujours assise dans ma section après que je suis devenu serveur. Elle était à l'université, étudiant le commerce ou quelque chose comme ça. On discutait chaque fois qu'il n'y avait pas trop de monde.
Elle était la première personne depuis des années qui ne me regardait pas comme si j'étais un déchet. Je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce premier soir. « Et, qu'est-ce qui est bon ici ?» a-t-elle demandé, en me regardant au lieu du menu. « Les carbonara sont plutôt bonnes. Marco fait la sauce à partir de zéro, ai-je dit, probablement en ayant l'air d'un idiot. Tu sais vraiment qui prépare la nourriture, a-t-elle souri. Dans la plupart des endroits où je vais, les serveurs lisent juste les suggestions et disparaissent. Nous avons fini par parler pendant environ 10 minutes de nourriture. Sa mère était assise là, souriante. Plus tard, j'ai entendu sa mère dire, « Ami, arrête de déranger le pauvre serveur. Il a d'autres tables. » Ami a regardé autour d'elle le restaurant vide et a ri. « Ouais, maman. Il est clairement débordé. » Elles ont commencé à venir plus souvent, demandant toujours ma section. Ami étudiait le commerce à l'université locale et elle apportait parfois ses devoirs. Un soir, elle avait du mal avec des trucs de comptabilité. « Ça n'a aucun sens », a-t-elle gémi en regardant son manuel. Comment une entreprise peut-elle perdre de l'argent tout en affichant un profit ? Comptabilité créative, ai-je dit en remplissant son verre d'eau. Il déplace probablement les chiffres pour que ça ait l'air bien pour les investisseurs. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Comment connais-tu la comptabilité d'entreprise ? La vérité était que je lisais des livres de commerce à la bibliothèque. Je voulais comprendre comment fonctionnaient les restaurants, peut-être ouvrir le mien un jour. Je lui ai dit ça, et elle est devenue super enthousiaste. C'est génial. La plupart des gens de notre âge ne se soucient pas de ce genre de choses. Et, tu veux regarder ce problème avec moi ? La chose suivante que je sais, c'est que je suis assis à sa table pendant ma pause, en train de l'aider avec ses devoirs. Sa mère nous regardait avec un sourire entendu. Ça a duré des mois. Ami venait, on parlait de commerce, et j'essayais de ne pas tomber amoureux d'elle. J'ai échoué lamentablement à ce niveau, d'ailleurs. Elle était tellement intelligente, mais elle ne me faisait jamais me sentir stupide. Comme cette fois-là, je ne comprends pas pourquoi tu travailles ici, a-t-elle dit. Tu es clairement doué pour le commerce. Tout le monde ne peut pas se permettre l'université, ai-je marmonné, gêné. Tu n'as pas besoin de l'université pour réussir, a-t-elle dit. Mon père n'y est jamais allé, et il possède maintenant 3 entreprises. Il dit que l'expérience compte plus que les diplômes. Cette conversation m'est restée. J'ai commencé à penser que je pouvais peut-être faire plus que travailler dans des restaurants. J'ai finalement obtenu mon jet en étudiant à la bibliothèque pendant mes jours de congé. Ami m'a aidé avec les parties mathématiques. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, et je ne lui ai jamais rien dit. J'avais trop peur qu'elle arrête de me parler si elle savait. C'était ma vie pendant environ 5 ans. Se réveiller, travailler, étudier, dormir, recommencer. Je ne sortais pas avec des filles, je ne me faisais pas d'amis, vraiment. Je me concentrais juste sur ma survie et j'essayais d'être meilleur. Pendant tout ce temps, je continuais à penser à Jenny, espérant que Beth ne la gâchait pas trop. Un soir, Ami est entré l'air super excité. Devine quoi ? Papa cherche quelqu'un pour l'aider à gérer son nouveau projet de développement immobilier. Poste de débutant, mais beaucoup de possibilités d'évolution. Tu devrais postuler. J'ai gelé. Ami, je n'ai même pas fini le lycée. Mais tu as ton GED, non ? C'est tout ce qui compte. Allez, essaie. Quel est le pire qui puisse arriver ? Le pire qui puisse arriver ? Qu'elle découvre mon passé, les mensonges de Beth, tout. Mais Ami a continué à insister. S'il te plaît ? Pour moi ? Papa fait confiance à mon jugement. Et je sais que tu serais excellent à ce poste. Alors j'ai postulé. J'ai dû emprunter un costume à Dave. Il était toujours bizarre. L'entretien était terrifiant. Le père d'Ami m'a regardé fixement pendant 1 minute entière avant de parler. Ami dit que tu comprends le commerce. Prouve-le, a-t-il dit. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à parler intelligemment des tendances du développement immobilier que j'avais lues. J'ai même suggéré quelques idées pour son nouveau projet. À la fin, il a juste hoché la tête et a dit, « Tu commences lundi ». Quand j'ai dit à Ami que j'avais eu le poste, elle m'a serré dans ses bras. La première fois que quelqu'un me serrait dans ses bras depuis des années. J'ai failli pleurer là, dans le restaurant. Tu vois, a-t-elle dit. Je t'avais dit que tu pouvais le faire. Ce travail a tout changé.
Son père est devenu comme le père que j'aurais souhaité avoir. Il écoutait vraiment quand j'avais des idées. Il m'a tout appris sur le développement immobilier. En un an, je gérais mes propres projets. Pendant tout ce temps, Ami et moi nous sommes rapprochés. On prenait un café après le travail, on parlait pendant des heures. Mais je ne l'ai jamais invité à sortir. Je continuais à penser aux mensonges de Beth, à mon passé. Ami méritait mieux qu'un type qui avait vécu dans la rue. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Nous travaillions tard sur une proposition de projet. Juste nous deux au bureau. Tu sais, a dit Ami soudainement. Pour quelqu'un d'aussi intelligent en affaires, tu es vraiment bête sur certains points. Que veux-tu dire? Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'attends depuis 2 ans que tu m'invites à sortir. Je suis resté assis là comme un idiot. J'ai finalement réussi à dire, je ne suis pas assez bien pour toi, Ami. Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas. Et c'est moi, a-t-elle dit. Alors je lui ai tout raconté. À propos de Beth, des mensonges, du fait que j'étais sans abri. Je m'attendais à ce qu'elle ait l'air dégoûtée ou effrayée. Au lieu de cela, elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'est mise en colère. Pas contre moi. Contre Beth et mon père. Ces horribles personnes, a-t-elle dit. Comment ont-ils pu faire ça à leur propre fils? Puis elle m'a embrassé. Elle a juste traversé le bureau et m'a embrassé. Et oui, c'est comme ça qu'Ami et moi avons finalement fini ensemble. Mais la vie a une façon de faire remonter le passé quand on s'y attend le moins. Ami et moi nous sommes mariés assez rapidement après avoir commencé à sortir ensemble. Sa famille était incroyable. Il me traitait vraiment comme un fils. Nous avons eu notre premier enfant, un garçon, et nous avons acheté cette très belle maison de 5 chambres dans un bon quartier. La vie était parfaite. Puis, il y a environ 3 mois, je faisais défiler Facebook au travail et j'ai vu cette demande d'amis. La photo de profil montrait mon père, qui avait l'air beaucoup plus vieux que dans mes souvenirs. Je suis resté assis là, à regarder mon téléphone comme un idiot. Ami a remarqué que quelque chose n'allait pas dès qu'elle est rentrée à la maison. J'étais assis dans notre cuisine, à regarder dans le vide. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé en couchant notre fils pour sa sieste. Papa m'a trouvé sur Facebook, ai-je dit. Il a envoyé une demande d'amis. Elle s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Je n'ai pas encore ouvert son message. Tu veux que je le lise en premier? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a ouvert le message et a commencé à lire à voix haute. Fils, je sais que ça fait longtemps. Je vieillis et je pense beaucoup au passé. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à toi. Beth et moi voulons arranger les choses. Jenny s'ennuie de son grand frère. S'il te plaît, donne-nous une chance de nous expliquer. Amour, papa. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Jenny s'ennuie de moi? Elle ne se souvient probablement même plus de moi. Elle avait 8 ans quand tout s'est passé. Ami m'a serré la main. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais je l'ai fait. Peut-être que je suis un idiot, mais je voulais savoir pourquoi maintenant, après 16 ans. Alors j'ai accepté la demande et j'ai répondu, pourquoi maintenant? Sa réponse est arrivée rapidement. J'ai 58 ans maintenant. J'ai eu quelques problèmes de santé. Ça m'a fait réaliser que la vie est trop courte pour les rancunes. Jenny va bientôt se marier. Ça me ferait plaisir que tu sois là. Nous avons échangé des messages pendant quelques semaines. J'ai appris que Jenny a maintenant 24 ans. Elle travaille dans le marketing. Fiancée à un avocat. Beth est toujours la même, selon mon père. Ouais, je parie qu'elle l'est. Ami n'arrêtait pas de me dire de faire attention. Les gens ne changent pas tant que ça, a-t-elle dit. Mais je voulais croire que mon père avait changé. Stupide, non? Ils ont demandé à venir nous rendre visite. Ami a dit que c'était mon choix, mais qu'elle soutiendrait quoi que je décide. Alors j'ai dit oui. Grosse erreur. Ils sont arrivés un samedi matin. Mon père avait l'air vieux, vraiment vieux. Cheveux gris, marche avec une légère boiterie. Beth avait exactement la même apparence, en fait. Elle avait toujours ce faux sourire. Jenny avait grandi. Elle ressemblait encore plus à Marc maintenant, mais personne ne semblait le remarquer sauf moi. Les premières minutes ont été gênantes. Personne ne savait quoi dire.
Puis Jenny a vu nos photos de famille. C'est ton fils, a-t-elle demandé, en regardant les photos de notre enfant de 3 ans. Ouais, c'est Jake, ai-je dit. Je suis tante, a-t-elle murmuré, puis s'est mise à pleurer. Beth est immédiatement allée la réconforter. La même vieille Beth. Mon père est entré dans ma maison comme s'il y était chez lui, les yeux balayant tout avec cette approbation à peine cachée qu'il ne m'accordait jamais auparavant. Tu as bien réussi, a-t-il dit en hochant la tête. Développement immobilier, hein? Je ne l'aurais jamais deviné. J'ai croisé les bras, me préparant déjà à la véritable raison de cette visite. Le père d'Amy m'a donné une chance, ai-je dit, laissant les mots en suspens, contrairement à certaines personnes. Beth, toujours la reine de la communication, est intervenue avant que le silence ne devienne trop pesant. Nous avons tous fait des erreurs à l'époque, a-t-elle dit, la voix mielleuse. Nous sommes ici pour arranger les choses. Amy, qui était restée près de la porte comme si elle attendait une raison de partir, a saisi la balle au bond. Je vais voir Jake, a-t-elle dit, disparaissant avant de pouvoir dire quelque chose qu'elle regretterait. Intelligente. Jenny, cependant, n'avait pas un tel filtre. Elle a erré dans le salon, les doigts effleurant les meubles, les murs, comme si elle essayait de s'en approprier. Cette maison est incroyable, a-t-elle dit, en regardant dans le couloir. 5 chambres, mais vous n'avez qu'un enfant. J'ai forcé un sourire poli. On en prévoit d'autres, ai-je dit, et on en utilise une comme bureau. Ce ne sont pas tes affaires. Mon père m'a tapé sur l'épaule, me dirigeant vers mon bureau avec toute la routine parlons d'homme à homme. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Il s'est affalé dans mon fauteuil comme s'il en était le propriétaire. Fils, a-t-il commencé, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Je suis resté debout. Quoi? Ta sœur va se marier, fonder une famille. Il a laissé cela en suspens pendant une seconde, comme si cela devait signifier quelque chose pour moi. Il cherche une maison, mais tout est tellement cher ces jours-ci. Mon estomac s'est retourné. Pas possible. Je voyais déjà où il voulait en venir. Tu as tout cet espace, a-t-il continué, faisant des gestes autour de lui comme s'il me vendait ma propre maison. 5 chambres pour 3 personnes. Jenny et Steve pourraient vraiment utiliser un endroit comme celui-ci. Tu te débrouilles bien. Tu pourrais facilement acheter une autre maison. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute. Tu es sérieusement en train de me demander de donner ma maison à Jenny? Eh bien, pas exactement donner, a-t-il dit, comme si cela améliorait les choses. Peut-être la leur vendre à bas prix. Tu gagnes bien ta vie maintenant. J'ai littéralement perdu le contrôle. Sors, ai-je dit. Il a soupiré, exaspéré, comme si c'était moi qui étais difficile. Fils, sois raisonnable. C'est ta sœur. La sœur que tu as choisie plutôt que moi, ma voix est sortie plus aiguë que je ne le voulais, mais je m'en fichais. Celle pour laquelle tu m'as mis à la porte? Cette sœur? C'était un malentendu. J'ai ricané. Un malentendu? Tu m'as mis à la porte à 15 ans. J'ai vécu dans la rue. Il a eu le culot d'avoir l'air ennuyé, comme si je ressortais quelque chose d'incommode. C'est du passé. Jenny a besoin. Jenny a besoin. Ma voix s'est élevée, mes mains se sont serrées en poing sur les côtés. Et ce dont j'avais besoin. Un père qui me croyait, peut-être? Avant qu'il ne puisse trouver une autre excuse, Beth est entrée en courant, cette fausse expression d'inquiétude placardée sur son visage. Tout va bien ici? J'ai laissé échapper un rire aigu et sans humour. Oh, oui, Beth. Tout est fantastique. Je me suis tourné vers elle, mon sourire assez acéré pour couper. Papa me demande juste de donner ma maison à ta fille. Tu sais, celle qui n'est même pas la sienne. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le visage de Beth s'est vidé de sa couleur. Papa s'est figé. Jenny est entrée l'air confuse, essayant probablement de comprendre si elle m'avait bien entendu. Et comme ça, tout le jeu a changé. Je ne suis pas resté pour assister aux retombées. Je suis juste sorti de mon bureau et je suis allé trouver Amy et Jake. Je les ai trouvés dans le jardin, Jake jouant avec ses camions pendant qu'Amy le regardait. Un regard sur mon visage et elle a su que quelque chose s'était passé. Elle a emmené Jake à l'intérieur pendant que tous les autres étaient encore en train de digérer ce que j'avais dit. Beth a essayé de limiter les dégâts, disant à papa que je mentais,
que j'essayais juste de leur faire du mal comme je le faisais toujours. Classique bête. Mais papa n'y croyait pas cette fois. Peut-être parce que Jenny était juste là, ressemblant exactement à Marc, ou peut-être qu'il avait eu des doutes depuis le début. Il a exigé un test ADN sur le champ. Jenny s'est mise à pleurer, pas du genre faux comme sa mère, mais de vraies larmes de confusion. Elle n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, pourquoi tout le monde criait. Beth l'a attrapée et l'a pratiquement traînée hors de notre maison, disant que je ne faisais que causer des problèmes, essayant de ruiner leur vie parce que j'étais jaloux. Papa est resté. Il n'a rien dit pendant longtemps. Il s'est juste assis dans notre salon, à regarder dans le vide. Puis il m'a demandé comment je savais. Alors je lui ai tout raconté. Avoir vu Beth avec Marc dans le parc quand j'avais 15 ans. Comment Jenny lui ressemblait. Comment Beth m'avait piégé quand elle s'est rendue compte que je pourrais le dire à quelqu'un. Il ne m'a pas cru au début. Il n'arrêtait pas de dire que j'avais tort, que Beth ne ferait jamais ça. Mais je pouvais voir le doute le ronger. Tous ces petits détails qui n'avaient jamais eu de sens prenaient soudainement leur place. Les cheveux bruns roux de Jenny qu'aucun d'eux n'avait. Ces traits du visage qui ne correspondaient à personne dans la famille. Le besoin constant de Beth de me tenir éloigné de Jenny. La semaine suivante a été folle. Papa a effectivement fait faire ce test ADN. Il est venu à mon bureau quand il a eu les résultats. Il n'a même pas attendu d'arriver à la maison. Il est juste entré, s'est assis et s'est effondré en larmes. Le test a montré qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit le père de Jenny. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie depuis 24 ans était un mensonge. J'aurais dû me sentir satisfait, peut-être même heureux. C'était la preuve que j'avais dit la vérité depuis le début. Mais regarder mon père pleurer dans mon bureau m'a juste donné un sentiment de vide. Cet homme qui avait toujours semblé si fort, qui me terrifiait quand j'étais enfant, avait l'air complètement brisé. Il a posé des questions sur Marc. Savais-je où il était, ce qu'il faisait? Je lui ai dit le peu que je savais. Marc traînait parfois dans les endroits fréquentés par les sans-abri. Généralement défoncé à quelque chose. Je ne l'avais pas vu depuis des années, cependant. Je ne savais même pas s'il était encore en vie. Papa est sorti de mon bureau l'air d'avoir vieilli de 2 décennies en 10 minutes. Mais il n'était pas vaincu. Il était furieux. J'ai pensé que c'était la fin de l'histoire. Qu'ils gèrent leur propre désordre. Ce n'était plus mon problème. Puis Ami m'a appelé au travail le lendemain. Il s'est avéré que papa était rentré à la maison et avait perdu le contrôle. Beth a essayé d'arranger les choses comme toujours. Elle a dit que le test devait être faux, que le laboratoire avait fait une erreur. Mais pour la première fois, papa n'y croyait pas. Des décennies de manipulation et de mensonges se sont écroulées d'un seul coup. Et il a craqué. Il n'a pas seulement crié, il l'a blessée. Gravement. Elle est à l'hôpital maintenant. 3 vertèbres fracturées. Les médecins disent qu'elle aura probablement besoin d'analgésiques pour le reste de sa vie. C'est Jenny qui a appelé la police. Papa a été arrêté sur le champ dans leur salon. Il parle de 3 à 5 ans, puisqu'il a un casier judiciaire vierge et que son âge pourrait jouer en sa faveur. Mais la famille de Beth fait pression pour obtenir la peine maximale. Et Jenny? Tout son monde s'est effondré du jour au lendemain. Le mariage est annulé. Il s'avère que son fiancé avocat n'était pas intéressé par l'héritage de ce niveau de problème. Maintenant, elle n'arrête pas de m'appeler, me suppliant de l'aider à trouver son vrai père. Ami n'arrête pas de me dire de tout les bloquer, de m'en aller et d'en finir. Et elle a probablement raison. Mais une partie de moi ne peut pas. Pas pour Beth, pas pour papa, mais pour Jenny. Elle n'a rien demandé de tout cela. Tout ce qu'elle pensait être vrai sur sa vie s'est transformé en mensonge. Puis aujourd'hui, j'ai appris que Beth était déjà accro aux analgésiques. Sa famille l'a internée en cure de désintoxication. Jenny reste chez sa tante. Elle refuse même de parler à Beth. Papa risque une vraie peine de prison. Leur petite famille parfaite a disparu, comme ça. Et le plus étrange? Je ne me sens pas bien dans tout ça. Je pensais que prouver que je disais la vérité serait satisfaisant, que je ressentirais enfin une sorte de justice. Mais c'est juste un sentiment de vide, comme regarder une maison brûler longtemps après qu'il n'y ait plus rien à sauver à l'intérieur. Mais à ce moment-là, je me concentrais juste sur ma famille. Ami était à nouveau enceinte, d'une fille cette fois, et ses chambres supplémentaires allaient enfin servir à quelque chose,
mais pas de la manière dont papa et Beth l'avaient prévu. C'est drôle comme la vie est parfois faite. Cependant, 2 mois après que tout se soit effondré, les choses se sont encore compliquées. Le procès de papa a eu lieu le mois dernier. Je n'y suis pas allé. Mon avocat m'a déconseillé d'y aller. En plus, honnêtement, je ne voulais voir aucun d'entre eux. J'ai appris par Jenny qu'il avait été condamné à 3 ans. Ça aurait pu être pire, mais le juge a tenu compte de son âge et de son casier judiciaire vierge. Pourtant, à 58 ans, 3 ans, c'est long. Beth est toujours en cure de désintoxication. Il s'avère qu'elle prenait des analgésiques bien avant que papa ne l'envoie à l'hôpital. Sa sœur a dit à Jenny que Beth en prenait depuis des années. Elle le cachait juste très bien. Ça explique pourquoi elle était toujours aussi paranoïaque et inventait des histoires folles. Elle risque au moins 6 mois de traitement supplémentaire. Jenny va, enfin. Elle ne va pas très bien. Elle est partie à la recherche de Marc toute seule, posant des questions dans les refuges pour sans-abri et tout. Elle a finalement trouvé quelqu'un qui le connaissait. Il s'avère qu'il est mort il y a 2 ans d'une overdose derrière une épicerie. Jenny s'est complètement effondrée quand elle l'a appris. Elle continue de m'envoyer ses longs messages vers 3 heures du matin, disant que toute sa vie est un mensonge. Elle dit qu'elle ne peut même plus se regarder dans le miroir parce que tout ce qu'elle voit, c'est le visage de Marc. Je suis désolé pour elle. Mais Amy dit que je dois garder mes distances. Elle a raison. Chaque fois que je réponds à Jenny, elle s'attache davantage. Elle commence à poser plus de questions sur le passé. Le plus étrange ? L'ex-fiancé de Jenny a essayé de me contacter, il voulait savoir si la folie était de famille parce qu'il s'inquiétait d'avoir des enfants avec elle. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Oui, Jenny traverse des moments difficiles, mais elle ne mérite pas ce genre de jugement. J'ai appris que Beth disait aux gens que j'avais inventé toute l'histoire de Marc pour me venger. Même avec le test ADN prouvant que Jenny n'est pas la fille de papa, elle essaie toujours de me faire passer pour le méchant. Certains de nos anciens voisins la croient. Les gens des petites villes adorent les drames, je suppose. La grossesse d'Amy se passe bien. Nous allons avoir une fille. Parfois, je regarde mon fils jouer et je pense à Jenny à cet âge. Je me demande si les choses auraient été différentes si papa avait remarqué les signes plus tôt, ou si j'avais parlé à quelqu'un d'autre d'avoir vu Beth avec Marc. Mais on ne peut pas changer le passé, n'est-ce pas? La maison est différente maintenant. Comme si toute cette énergie négative de leur visite était enfin partie. Nous transformons la future chambre de Jenny, celle que papa voulait que nous lui donnions, en chambre de bébé. Amy a tout prévu. Thème rose et gris, petites étoiles au plafond. Je pense encore à Tom parfois. Ce sans-abri qui m'a aidé quand j'ai été mis à la porte. J'aimerais pouvoir lui dire comment les choses ont tourné. Lui montrer que j'ai réussi, comme il l'avait dit. J'espère qu'il va bien où qu'il soit. Je reçois des messages de la famille de papa. Certains le soutiennent. D'autres lui en veulent pour ce qu'il a fait à Beth. Aucun d'entre eux ne s'est jamais soucié de savoir où j'étais pendant toutes ces années où j'étais sans abri. C'est drôle comme la famille fonctionne parfois. C'est à peu près où en sont les choses maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'autre à raconter. La vie continue, vous savez? Mais à tous ceux qui ont suivi cette histoire et envoyé leur soutien, merci. Écrire tout cela a aidé plus que je ne le pensais. Un merci tout particulier à la personne qui a suggéré la thérapie. Tu avais raison. Jenny m'a envoyé un dernier message hier. Elle a dit qu'elle déménageait dans un autre état, pour recommencer à zéro ailleurs. Elle a demandé si on pouvait rester en contact. Je lui ai dit peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai besoin de me concentrer sur ma propre famille pendant un certain temps. C'est tout, je suppose.